Écoutez, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, mais je voulais vous dire d'abord que je suis très très heureuse d'ouvrir ce premier format de table ronde avec vous. On espère que ce format interactif vous permettra de partager vos idées, vos questions de la manière la plus naturelle possible. Je vais vous donner quelques points de repère par rapport à la table ronde de ce soir. On va avoir trois temps forts sur cette table ronde. Le premier temps fort, alors bien évidemment, la question centrale, c'est effectivement, est-ce que l'IA vient bousculer nos pratiques professionnelles, vient les faire grandir? Quels sont les dangers ou les opportunités autour de l'IA, qu'on peut même mettre au pluriel, les IA, puisqu'effectivement, les spécialistes vous expliqueront ça, il y a plusieurs types d'IA. Bon. Trois temps forts, je vous le disais. Donc, le premier temps fort, ce sera avec Bruno Friedlansky. Alors, Bruno, je sais que tu aimes bien te décrire comme un casseur d'ambiance. Donc, je ne sais pas ce qui va en être ce soir, on va découvrir. Mais en tout cas, moi, je peux dire que Bruno, c'est quand même le grand spécialiste d'un réseau professionnel que nous utilisons tous, qui est LinkedIn. Et en tant que spécialiste, il publie beaucoup il a différentes publications où il partage régulièrement ses bonnes pratiques par rapport à LinkedIn et aussi quelques avertissements judicieux sur l'utilisation. Et ce soir, ça va être donc un peu son angle d'attaque de nous parler de ses biais et surtout de nous dire finalement comment est-ce qu'on peut continuer à avoir un esprit critique, des qualités de raisonnement, tout en utilisant l'intelligence artificielle et les algorithmes de ce gros réseau qui est devenu LinkedIn et que nous utilisons souvent pour prendre la parole, euh, d'écrire des choses qui nous paraissent importantes, voire promouvoir nos propres business en tant que coach. Ça, c'est le premier temps fort. Le deuxième temps fort va nous permettre de dézoomer un petit peu, d'être peut-être un petit peu moins technique. Et là, c'est Christian Sabrier qui prendra la parole. Donc, je ne reviendrai pas sur sa présentation puisque Lionel vient juste de le faire. Mais Christian, en fait, va mettre l'accent sur trois aspects qui sont liés à l'IA. Le premier aspect, c'est l'éthique et les règles d'usage par rapport à l'éthique. L'éthique par rapport aux règles d'usage. Le deuxième aspect, c'est l'interdépendance entre le langage et le développement cognitif et du coup le langage de l'IA. Donc là, il y a un sujet qu'il va aborder, qui va nous éclairer surtout, hein. Et puis quelque chose qui paraît évident, mais c'est peut-être mieux de le dire, et je pense que Christian saura très bien nous le raconter, c'est qu'effectivement, il y a une réalité statistique, mathématique, qui sous-tend les productions de l'IA. Et du coup, avec ça, on embarque une série de biais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un peu le temps fort, c'est même pas un peu, c'est le temps fort de Christian. Troisième temps fort, Jean-Pierre Robert, qui a été présenté avec l'espace francophone jungien qu'il a créé en 88 ou 98, j'ai toujours un doute, il nous précisera ça. Il a rédigé beaucoup d'articles pour ce site qui est vraiment incontournable et que je ne peux que vous recommander en tant qu'adhérent à la FTP, parce que c'est un site très nourrissant. Il a pour objectif de diffuser la pensée jungienne, donc c'est à noter, c'est intéressant. Et Jean-Pierre, bien évidemment, va nous donner une autre façon d'aborder le sujet en le liant à des notions plus jungiennes. Et il va nous permettre notamment peut-être de s'interroger sur l'impact entre l'IA et la psyché, et puis, ce que je trouve intéressant, et là je déflore un tout petit peu son intervention, mais il a beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter, c'est que Jean-Pierre, il nous propose finalement aussi de changer un peu le paradigme et de se dire plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour l'IA, qu'est-ce que je peux faire avec l'IA, plutôt que de se dire, qu'est-ce que l'IA peut faire pour moi dans ma pratique professionnelle ou dans ma vie. Donc, vous voyez, trois interventions complémentaires, assez différentes du fait du parcours très différent de nos intervenants, mais en tout cas, la chance d'avoir trois interlocuteurs très avertis sur ce sujet. Voilà.
Donc, je vais passer du coup la parole à ce cher Bruno qui se cache quelque part, je ne vois pas sa vignette tout de suite. Et finalement, Bruno, est-ce que pour lancer un peu cette table ronde, tu pourrais nous dire ou tu pourrais nous partager, nous conseiller les bonnes pratiques pour continuer à avoir un espèce de jus de cerveau très personnel, même en travaillant avec quelque chose d'aussi puissant que LinkedIn? Alors, merci pour l'introduction, Christine. Je vais préciser effectivement, casseur d'ambiance, je le revendique. En fait, l'idée pour moi, elle est de ne pas suivre les modes de tout ce qu'on peut entendre pour utiliser LinkedIn, parce que je pense que les gens cherchent à s'auto-centrer sur leur petite personne quand ils sont sur LinkedIn, un peu trop et ils oublient un peu je dirais, l'existence de LinkedIn par rapport au fait, au départ, d'être un réseau pour pouvoir se connecter avec d'autres professionnels, tout simplement. C'est un peu une prolongation du networking. Donc, je suis un peu un casseur d'ambiance parce que je vais jamais dans le même sens que la plupart des gens par rapport à l'algorithme, par rapport aux publications, etc. Et d'ailleurs, par rapport au sujet de l'IA, c'est un petit peu aussi pareil par rapport à ce qu'on peut voir sur LinkedIn, où vous avez des gens qui vous proposent, grâce aux IA magiques, ChatGPT et consorts, donc les IA génératives, celles qui sont beaucoup sur le texte. Alors j'utilise moi, je suis plus sur le texte que sur la génération d'images et la génération de vidéos pour l'usage que j'ai des IA. J'ai pas le temps parce que euh, il y a des nouvelles IA qui sortent tous les jours pour faire des vidéos de mieux en mieux. Et en fait, j'ai un vrai métier, comme je dis, qui est pas lié forcément à jouer avec les IA de mon côté. Euh, Quand on voit qu'il y a des personnes qui vous proposent avec des IA, d'avoir un planning éditorial pour 365 jours dans l'année qui vous permet de publier trois publications par jour et puis même de prendre une IA pour répondre aux commentaires qui sont générés. J'en arrive à me demander si ils sont pas en train de se tromper de vie presque parce que à la base, LinkedIn, c'est un réseau pour se connecter avec des humains. Alors, dans un cadre professionnel, hein, mais c'est des humains. Les humains, leur moyen de discuter, c'est la conversation. En fait, d'échanger, c'est la conversation. Et si c'est pour utiliser une IA et disparaître de LinkedIn, mais pour faire du business parce que on est présent, on fait des commentaires, moi ça me gêne. Alors peut-être question de génération, question de culture, question de maturité par rapport à la techno. La techno, moi j'ai une culture scientifique puisque à la base j'ai fait de la biochimie, chimie dans mes études, donc j'ai une approche scientifique un petit peu du monde. Je suis plutôt technophile que technophobe, j'adore ça, mais il y a un moment donné, la techno pour la techno, j'ai un peu du mal à le comprendre. Et effectivement, dans mon approche, c'est plus il y a de digital, plus il faut de l'humain, parce que c'est plus l'humain qui doit piloter l'IA et pas l'inverse. Donc, comment rester, par rapport à ta question, Christine, euh, humain ou en tout cas continuer à utiliser LinkedIn sans partir dans de l'IA, bah, en fait, c'est de mettre l'IA de côté, mais même par rapport à LinkedIn où on n'arrête pas de parler de l'algorithme. Là, il y a un nouveau rapport qui sort de personnes qui essayent de comprendre comment l'algorithme fonctionne pour pouvoir prendre la parole, mais à force de vouloir contourner l'algorithme et de le comprendre, on oublie qu'on parle à des humains. Donc, je suis plutôt partisan de mettre l'algo de côté et puis d'utiliser LinkedIn pour partager des contenus. D'ailleurs, écrire, réfléchir, c'est aussi travailler sa pensée puis arriver à être plus clair quand on partage son expertise et puis de la mettre enfin, en concurrence, la rendre libre, accessible et puis d'être effectivement challengé sur ce qu'on pense, mais avec des humains. Alors l'IA me sert, hein, je m'en sers aussi tous les jours pour résumer des textes, pour en sparring partner, en la configurant pour que je puisse faire un brainstorm ou réfléchir avec elle, mais en restant toujours le maître, en ayant toujours le dernier mot, en tout cas dans l'utilisation de ce qu'elle va sortir, parce que c'est quand même des IA qui hallucinent, comme on dit. Alors, je trouve ça complètement idiot d'avoir donné un mot humain à l'hallucination à une machine, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et c'est de rester, en fait, je dirais, le propriétaire de sa pensée, le propriétaire des mots que l'on veut mettre et qu'on veut partager sur LinkedIn.
Alors, c'est essentiellement de l'écrit sur LinkedIn, même si on peut faire de la vidéo, on peut faire de l'audio, mais aujourd'hui, majoritairement, c'est le, c'est plutôt l'écrit. Quand tu Je dis vous donnerai une, voilà, tu peux développer peut-être un petit peu, Bruno? sur quoi? J'ai pas Quand tu entendu. dis l'IA hallucine, Bah, en fait, c'est les réponses qu'elle donne. C'est-à-dire que les réponses que nous donnent les IA quand on parle avec elles, quand on lui demande de produire des textes ou on lui pose des questions, en fait, le but de l'IA, des IA génératives, c'est de nous répondre et de nous satisfaire. Donc, si elle n'a pas la réponse, elle va l'inventer. C'est ça qu'on appelle halluciner. Donc, il faut être en capacité, notamment quand on va traiter des sujets un peu experts, d'être nous-mêmes des experts du sujet qu'on veut traiter pour être capable de mettre, enfin, de challenger la réponse que nous donne l'IA et de vérifier qu'elle est juste, qu'elle est réelle, qu'elle est vraie. Parce qu'une IA, si elle se trompe, on lui dit mais tu racontes n'importe quoi, tu te trompes, c'est faux. Elle va dire ah je m'excuse effectivement, et puis elle va nous redonner une autre réponse qui peut aussi être fausse. Donc j'ai préparé un dossier une fois parce que j'intervenais auprès de médecins et donc, j'avais besoin de récupérer des médecins qui étaient sur alors LinkedIn, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Donc, j'ai demandé à l'IA de m'identifier ces personnes-là en me donnant les noms pour que j'aille après contrôler et qu'en même temps, je l'ai configuré pour qu'elle me donne des vraies personnes. Et ça n'a pas suffi. Elle m'a raconté. Alors, c'était il y a quand même quelques mois, donc ça va tellement vite et ça s'améliore tellement rapidement, mais ça n'empêche qu'elle m'a donné des faux noms, alors que je lui avais interdit. Et ça ne lui a pas empêché de me donner des fausses pistes. Après, il suffit de prendre le nom et de chercher si elle a un compte Instagram ou sur les réseaux et elle n'en a pas. On lui fait la réflexion, et ben, elle s'excuse et elle vous en donne d'autres qui sont tout aussi faux d'ailleurs. Il y a une référence que je voudrais partager qui est un livre de Étienne Molic qui oui. s'appelle Co-intelligence, qui en fait est hyper intéressant parce qu'il a fait des tests, en tout cas il a utilisé l'IA dans différentes configurations, et il en est arrivé à... Alors je ne sais pas si c'est lui qui à la base a conceptualisé ça, mais il parle de cyborg ou de centaure. Le cyborg, c'est la machine qui prend le pas, on va presque dire, sur l'humain, ou en tout cas c'est l'humain qui se repose intégralement sur la machine et donc qui va s'auto-remplacer bêtement. Le centaure, c'est la limite avec la limite entre le cheval et l'homme, et donc entre la machine et l'homme, et c'est toujours l'homme qui a le dernier mot, qui reste le pilote et qui est au centre du process. Et le livre est assez intéressant avec des simulations du travail qu'il a fait dans différentes configurations. Je pense que c'est une approche pertinente. Mais Et je du suis très coup, critique. tu as Casseur, choisi ton camp. comment? Entre Cyborg et Centaure, tu as choisi ton camp. Ah bah moi depuis longtemps. Mais c'est justement ça. Je l'utilise régulièrement. Euh, je m'en sers. Alors, je pense que c'est optimisable. Je ne l'utilise pas tous les jours, ou enfin, presque assez régulièrement, que ce soit pour parfois, je veux trouver une phrase avec trois adjectifs, il m'en manque un, je vais lui demander de compléter parce que je bloque et c'est assez facile et ça me donne des idées. Euh, je vais plutôt la configurer pour discuter avec elle, qu'elle me pose des questions pour que je lui donne mon jus de cerveau, comme tu l'as si bien dit, pour que, au final, si elle doit produire un contenu, c'est avec mes idées et pas avec ce qu'elle a été chercher partout. Donc, je garde la main sur mes idées parce que le pire qui va arriver, c'est des gens qui délèguent trop à l'IA, puis quand ils vont passer dans la vraie vie, qu'ils vont rencontrer les gens, qui vont trouver leur production extraordinaire, super intéressante, comment la personne va réagir? Elle va se tourner vers son téléphone, demander à ChatGPT qu'est-ce que j'ai écrit pour répondre. Enfin, il y a un moment donné, tant qu'on est caché derrière notre écran pour produire des contenus, ok, mais dès qu'on va se retrouver dans la vraie vie face à des humains et des humains qui sont intéressés par ce qu'on a pu produire, mais si c'est pas nous qui l'avons produit, il va se passer quoi? Donc oui, j'ai choisi mon camp et je suis un utilisateur de l'IA, on va dire raisonné, avec une dimension d'éthique dont on va certainement parler tout à l'heure. Mais en même temps, j'ai plus un aspect critique aujourd'hui dans mes prises de parole, mais parce que si on regarde la presse ou les gens qui en parlent, c'est un monde merveilleux, il faut qu'on y aille tous, les yeux fermés, et je pense qu'on ne prend pas assez de recul devant ces technos.
et on est un peu comme des enfants devant un manège qui brille de partout avec des bonbons de partout parce qu'effectivement, le résultat a un effet waouh, surtout quand on ne connaît pas l'histoire de l'IA, l'évolution de l'IA qui date quand même depuis des années 50, hein. Et dans les effets waouh, tu veux nous partager justement quelques recommandations? Parce qu'on parle toujours notamment de la rapidité, de la production, de la réponse. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres effets waouh qu'il faut prendre avec un certain recul? Bah, en fait, tout. L'effet waouh, c'est le fait de dire, je parle à une machine qui est capable de me sortir un texte qui est super bien formaté. Si je lui donne un sujet, je lui dis, écris-moi comme Victor Hugo, il va me sortir un texte écrit comme Victor Hugo. Et c'est franchement bluffant. Et effectivement, c'est très rapide, à tel point que les nouvelles IA mettent un temps avec trois petits points pour faire croire qu'elles réfléchissent, pour rendre le truc un peu plus humain. C'est un peu flippant, c'est le côté projection de l'humain dans la machine, le côté anthropomorphisme. Euh, Il y a il y a des IA, il y a le film R. R, c'est un humain qui tombe amoureux d'une machine. Aujourd'hui, il y a des IA qui sont développées pour, d'un point de vue psychologique, avec une dimension peut-être presque médicale, hein, j'ai envie de dire, pour pouvoir discuter avec elle. Mais on parle à une machine, et la machine, elle est produite par un humain, avec une intention, avec une culture, donc elle n'est pas neutre. La techno n'est pas neutre en elle-même. Il n'y a qu'à voir ce que font les Chinois, ce que font les Russes et ce que font les autres, quoi. Donc l'effet waouh, j'ai envie de dire, il est quasiment systématique en fonction de la maturité et de l'expertise qu'on peut avoir sur le sujet. Et les effets sur les vidéos, sur les images aujourd'hui, c'est juste hallucinant. J'ai vu passer une vidéo, il y en a un qui a fait une vidéo, il y a Poutine et le Nord-Coréen Kim Jong-un qui sont dans une voiture, qui vont à un McDo et celui qui le sert, c'est Trump. La vidéo, le commun des mortels peut très bien se dire, ouais, c'est les vrais acteurs. Donc c'est dangereux. Là-dessus, c'est dangereux en termes de manipulation. C'est plus surtout ça qui me gêne, moi. Et que je Donc, on mettrais revient à plus. l'esprit critique, à la recherche de la Ouais, source, à la nécessité de maîtriser un minimum le sujet ou au moins de s'acculturer à ce sujet avant de dialoguer avec la machine pour vérifier ce qui nous est produit. exactement. Et de comprendre, en fait, qui. Parce que le problème qu'on a aussi aujourd'hui, c'est que bah, on est encore dépendant des GAFAM, c'est-à-dire des big tech américaines, et que tout ce que l'on y met, tout ce que l'on écrit, va sur des serveurs et va être stocké chez eux, quoi. Donc, on va dépendre aussi de ce qu'ils vont faire de ces datas. On rentre aussi dans le côté, euh, j'allais dire RGPD, en fait, souveraineté de nos données et où est-ce qu'elles vont et qu'est-ce qu'elles vont, à quoi elles vont servir. Donc, l'IA, oui, mais avec précaution, en prenant en compte que c'est un outil qui a été adopté, mais à une vitesse phénoménale. Quand ChatGPT est sorti, l'intelligence d'OpenAI, ça a été de nous donner accès à des IA via un chat. Et le chat, tout le monde sait chatter, tout le monde l'utilise. C'est j'envoie un SMS, j'envoie un WhatsApp, c'est le même principe. Et c'est ça qui a rendu accessible et qui a fait que ça a été facilité avec des questions de tout et n'importe quoi et on avait une réponse rapide, construite, logique, même si elle est fausse, elle est logique dans son rendu, si tu veux. Donc, ça remet finalement au cœur la question la question réfléchie, la question de qualité, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour avoir effectivement une réponse correspondante, enfin dans le même niveau de qualité. Ça, c'est quelque chose qui, Mm. dans nos pratiques, nous, d'accompagnement, la question est quand même un sujet majeur. Si tu veux, Bruno, peut-être ce premier amuse-bouche, on va essayer de le digérer déjà un tout petit peu. Et puis, tu as évoqué rapidement l'éthique. Peut-être qu'on pourrait passer du coup la parole à Christian pour
peut-être continuer sur ce sujet de l'éthique, et puis également les interconnexions langage cognitif, et puis tous les biais autour des statistiques. Je crois que c'était principalement les sujets sur lesquels tu voulais intervenir, Christian, je crois. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc déjà, je voudrais remercier en fait la FTP de me donner la parole et je voudrais juste remettre en perspective l'objet de la table de ronde de ce soir qui est quand même particulièrement touchy. Parce que le sujet ce soir, faut pas oublier qu'il s'agit simplement de relier quelque chose de très intime, la psyché humaine et notre fonctionnement cognitif, avec un bazar plutôt techno-solutionniste qui est donc l'IA versus ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, simplement, ce sont deux sujets qui sont très éloignés et on va tâcher de lire ce sujet, de le reprendre à travers votre vie et vos pratiques de coach. Ce sera ça le fil rouge, effectivement, pour cette soirée. En tout cas, merci à la FTP de poser la question parce que les tables rondes sont souvent extrêmement techniques et là, on est sur des sujets qui sont d'un autre niveau. Donc, merci à tous. Je vais reprendre les trois points qu'avait évoqués Christine dans un ordre différent, de façon effectivement à rebalayer quelque chose d'un petit peu plus large et rebalayer des points qui sont sans doute des évidences, mais je voudrais repartager le même niveau d'information tous dès maintenant. Je voudrais le partager à travers quelques questions. La première, c'est tout simplement, y a-t-il de l'intelligence dans l'IA? Réponse clairement non, même si on essaie de nous vendre de l'intelligence comme on nous vend des pompes à chaleur ou d'autres fenêtres en fait en ce moment à double vitrage. L'idée c'est qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'IA. L'IA est un simple outil. Cet outil effectivement est basé sur d'algorithmes, ça a été dit tout à l'heure. Il faut simplement savoir que le I de IA, c'est le I en fait au sens anglo-saxon. C'est le même que celui de la CIA. C'est un I qui porte renseignement, information, rien à voir avec l'intelligence, on oublie. Je vous mettrai en parallèle un lien, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, qui est une conférence de Luc Julia, qui est un des créateurs de ces outils, qui effectivement explique clairement qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'IA. Je vous ai mis un second lien qui est la présentation officielle techno de l'IA. Ça vient du Conseil national du numérique. Ça vous donnera quelques infos avec un peu de recul. Je ne vais pas développer ces parties-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet de la soirée, mais là, vous aurez quelques sources un peu solides. Vous devez effectivement creuser le sujet. Deuxième question, bah, c'est pourquoi est-ce qu'on est là ensemble ce soir? Qu'est-ce qui fait que cette IA a changé? Puisque Bruno le disait tout à l'heure, ça date quand même il y a un certain temps, 40-50 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette notion d'IA ressort? Et la réponse est une nouvelle technologie, un nouveau saut technologique, qui est l'IA générative. C'est quoi le génératif? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que ce monde est en train de bouger maintenant rapidement? Ben, c'est le fait simplement que lorsque vous tapez quelque chose sur votre clavier, vous avez vu que votre smartphone est capable d'anticiper le mot suivant. Et en fait, ces outils-là, aujourd'hui, ont fait d'immenses sauts technologiques. Ils se sont emparés des techniques de langage. Ils ne comprennent pas, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas non plus de conscience hein, derrière tout ça. Mais ces outils sont capables, effectivement, en tout cas, d'interpréter, d'anticiper, de prévoir les mots que vous allez effectivement taper. Donc, ils sont capables d'anticiper, prévoir avec un maximum d'anticipation, une vision prospective sur ce qu'on va leur donner, puisque j'ai repris quelques chiffres là, provenant d'articles techniques. Grosso modo, quand vous tapez quelque chose sur un clavier comme ça, la machine a en face d'elle à peu près 7 milliards de mots et de combinaisons possibles. Donc, elle peut aller très très loin dans la prévision de ce que vous allez taper. Donc ça, c'est l'effet dont parlait Bruno tout à l'heure. On est face à quelque chose qui est non seulement surprend, mais en fait dépasse complètement notre propre capacité à interpréter, comprendre ce qui se passe. On est face à quelque chose d'assez immense, mais d'où cet effet et cette surprise. Ces IA sont dites aujourd'hui, et c'est la première génération des agents conversationnels, parce qu'à travers ChatGPT dont parlait Bruno tout à l'heure, mais aussi Copilot, aussi Gemini, et il y en a d'autres, ben, en fait, vous êtes face à une machine qui est capable de dialoguer. Alors, ce ne sont surtout pas des moteurs de recherche, mais ce sont des machines qui, si vous leur dites le contexte, qui vous êtes, qui elles sont, vous leur dites effectivement quel est l'environnement, la raison pour laquelle vous voulez avec elle. Je suis journaliste, je veux faire un article sur. Si vous lui donnez effectivement quelques notions, quelques bases pour le mettre, son contexte, son actualité et les moyens qui vont être en face, je veux un article sur la thématique Intel dans le cadre des valeurs éditoriales de mon entreprise
qui est Le Figaro, Le Monde ou je ne sais quoi. Et si vous lui donnez effectivement derrière le style, le comment, donc je veux que tu m'écrives un article à la façon de Victor Hugo, mais ça peut être des choses beaucoup plus rigolotes, cette machine est capable effectivement d'aller chercher sur les bases de données qu'on lui a données et effectivement de faire une sorte de synthèse de ce qu'elle va trouver. D'où, et je vais reprendre le mot d'hallucination de tout à l'heure de Bruno, c'est une des premières limites, c'est que si elle va taper dans une base très large, elle va trouver énormément d'informations, à vous faire une espèce de synthèse qui est en fait ce que la mayonnaise en fait est à la cuisine française, c'est un mélange de tout, et ça va ressembler à rien. Donc le risque simplement, pour être très concret, si vous lui posez des questions sur des textes de loi, qu'elle trouve un article qui ressemble à ça, et c'est l'article 10 dans un code, et elle trouve quelque chose qui ressemble aussi, et c'est l'article 20 dans un autre code, elle va vous répondre, c'est l'article 15, et elle va vous faire la moyenne de tout. Si vous lui dites que l'article 15 n'existe pas, eh ben, elle va reprendre un peu de recul, elle va réintégrer plein de choses, elle va vous répondre que c'est le 18, et des choses qui sont effectivement complètement à côté de la plaque. Donc, non, les IA, ça hallucine, c'est une des limites de ce dispositif. Je vais reprendre la suite, la suite après. L'autre élément, c'est qu'elles vont chercher dans des bases de données, que ces bases de données, en fait, sont ce qu'elles sont. Donc, ce sont des bases au départ, en fait, artificielles, et ces bases, ensuite, se ressemblent beaucoup à Internet, mais elles s'auto-alimentent autour de ces bases. Donc, les choses que vous allez leur donner vont ensuite rentrer dans ces bases, vont venir effectivement alimenter l'ensemble. Donc, c'est un mécanisme assez bizarre où la machine s'alimente, mais elle vient effectivement alimenter sa propre base d'alimentation. Donc, il y a un effet en fait un peu particulier qui fait qu'on peut tous constater en ce moment que ChatGPT, autant Copilot que Gemini, sont de moins en moins performants et vous donnent des résultats qui sont de plus en plus bateaux. À prompt égal, à script égal, vous avez une qualité de l'information qui diminue parce qu'ils sont noyés par les informations dont ils sont eux-mêmes en fait à l'origine. J'avais évoqué le sujet des limites de cette IA, il y en a plusieurs. Je vais commencer par rebondir sur le cadre ontologique et le cadre éthique, puisque ces IA sont autour de nous, il y a un certain nombre de contraintes. La première, elle est déontologique, c'est que l'usage à l'IA doit se faire en totale transparence. Vous ne pouvez pas déontologiquement ou éthiquement utiliser une IA face à quelqu'un ou dans un cadre pour lequel effectivement l'humain qui se trouve en face ne soit pas en totale conscience du fait qu'il est plus ou moins en contact avec une IA. Lionel a pris la précaution de nous dire que cette vidéo était enregistrée. Je connais pas mal de gens qui ne le font pas, tout simplement. Or, qu'il y ait des traces, un enregistrement, c'est effectivement la base de l'échange et c'est la base effectivement de la déontologie dans les rapports humains en général, pas que dans le coaching. Cette déontologie, elle a aussi des conséquences qui sont assez simples. C'est qu'elles ont des conséquences réglementaires. À savoir que le cadre réglementaire est assez clair. Une IA n'est pas une personne morale. Face à un juge, face à une difficulté, quelle que soit la nature, c'est la personne qui est en charge de cette IA, donc qui l'a utilisée et qui doit contrôler, et donc qui est responsable de la production de l'IA, qui est de toute façon, face au juge, responsable des conséquences que ça peut avoir. Je vous donne quelques exemples. Il y a quelques magnifiques procès aux États-Unis en ce moment parce que des IA ont été utilisés. J'ai des amis qui sont RH en France qui font exactement la même chose, qui utilisent des IA génératives pour faire du tri de CV. Sauf que les IA génératives embarquent en même temps un certain nombre de biais de toute nature, sexistes ou autres, hein, racistes, etc. Et aujourd'hui, certains candidats se sont vus refuser systématiquement effectivement des postes sans trop comprendre pourquoi. Ils se sont aperçus que c'était en fait les mêmes outils qui étaient utilisés, donc les mêmes causes de rejet. Et en fait, aujourd'hui, ils mettent en cause les RH qui les ont gérés. Un exemple très concret, hein, j'ai une amie qui est RH, elle me dit c'est sympa, j'ai reçu 1000 CV pour un poste, je demande à l'IA Bidule de me faire un tri, je lis les 50 premiers et j'en sélectionne 3 et j'en recrute un. Non, ça ne marche pas. Elle a reçu 1000 CV, eh ben, elle ne peut pas effectivement laisser tomber 950 CV parce qu'effectivement une IA lui a dit que c'était pas bon. Donc, elle prend le risque, effectivement éthique, d'avoir effectivement mis de côté des CV de valeur. Donc, ça, c'est pas que l'éthique, c'est aussi une qualité de son travail, mais c'est un vrai souci. Donc, attention, c'est un vrai sujet, d'autant plus qu'il a des impacts clairement réglementaires. Autre outil et limite de l'IA, c'est la confidentialité, à savoir que ces IA sont très souvent pas de strictes machines, mais en fait, il y a des superviseurs humains en fait derrière. C'est dans des conditions que vous avez signées quelque part dans leur usage. Et de toute façon, les informations que vous mettez dedans se baladent, Bruno le disait tout à l'heure, dans des serveurs,
on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent de toute façon, mais elles viennent alimenter des bases de données qui sont de toute façon publiques, qui vont servir à ces IA s'auto-alimenter, et vous avez toutes les chances, effectivement, de voir passer des supports qui, parfois, seront les vôtres, statistiquement, c'est peu probable, mais toutes les chances de voir passer des supports qui ont été confiés par des gens sans prendre conscience de ça. Je vous donne un exemple très concret. Quand on fait des recherches d'images, on tombe de temps en temps sur des images où il y a une espèce de flou, un flou en fait en diagonale en fait comme ça. Bah, le flou en diagonale, c'était l'ancien calque qui était interdiction de reproduire l'image, sauf que quelqu'un a travaillé dessus, ça a été donné à l'IA. L'IA effectivement bah, l'utilise, elle propose des images dans lesquelles il y a encore le bandeau interdiction d'utiliser. Donc attention, ces problèmes-là sont extrêmement importants et je vous donne un exemple tout à l'heure, je terminerai là-dessus, parce que ça va beaucoup plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Donc l'IA, en fait, donc, est de toute façon biaisée par la qualité de la base de données dont elle dispose. Donc, très souvent, ce sont des bases de données très très larges. Plus c'est large, moins c'est bon, et ça peut poser quelques soucis. Le souci également, c'est qu'elle est biaisée par les gens qui l'ont programmée. Donc il n'y a pas que la base de données, il y a les algorithmes en eux-mêmes tels qu'ils ont été écrits. Et ces algorithmes eux-mêmes viennent aussi rajouter en fait un biais dans cet outil. Je ne creuse pas le sujet, vous le connaissez bien, je préfère passer au suivant, qui est que cette IA va aussi dans le sens de nos propres biais. Donc, ces IA vont dans le sens des échanges qu'elles ont pu avec nous, elles s'adaptent aux échanges qu'on peut avoir avec nous, et elles vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc, le souci également, c'est qu'elles vont très souvent dans le sens pardon, du biais de confirmation que l'on peut avoir. Et je vous donnerai un exemple après également de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, dans le sens de mon propre biais de confirmation. Où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui dans le domaine de l'IA générative? Ben, il faut savoir que ces IA sont intéressantes, elles évoluent dans le sens d'une espèce d'aide à la conduite. Vous avez tous un Waze dans votre voiture ou sur votre téléphone. Ben, ces IA sont en train de prendre de la place d'agents gestionnaires d'aide effectivement à la conduite, mais c'est la conduite de notre vie en fait au quotidien. Je vais vous donner quelques exemples. Première piste, ça a été évoqué par Bruno aussi tout à l'heure, les IA génératives se sont ouvertes en fait à des modes multimodales. Donc les IA passent du texte à l'image, du texte à l'image à la vidéo, et dans le sens inverse, on peut effectivement, à partir d'une vidéo YouTube, en obtenir la synthèse, et on peut créer des supports dans tous les sens, et on peut mixer plein de choses. Ça marche dans tous les sens sans aucune difficulté. Ça, c'est une des parties, mais il y en a d'autres. Donc, je vous donne un premier exemple en ce qui me concerne, premier exemple clair. Je suis abonné à certaines revues. Certaines revues viennent alimenter ma propre veille. Donc, j'utilise des IA pour faire de la veille. Et je me suis amusé il n'y a pas très longtemps à tester tout simplement, à tester une de mes sources. Je travaille auprès des étudiants, donc je suis très sensible à l'esprit critique des étudiants et je suis très sensible à leur capacité à analyser les sources. Donc, j'ai joué à ce sujet avec moi. C'est pas très compliqué. Vous prenez un chat GPT, un Gemini ou un copilote, vous lui dites, je suis journaliste, donne-moi les règles de base de la qualité d'une information. Il va vous répondre. Il y a 6 critères de base. La première, effectivement, l'indépendance de l'auteur avec le sujet, donc ce qui n'y a pas de conflit d'intérêt. La seconde, voilà, j'en avais 6 comme ça. Si vous dites à la même machine, bah, puisqu'il y a 6 critères que tu les connais, cote-moi les critères et tu me fais une note sur 20. La machine va vous le pondérer. Le critère 1, ça vaut 2 parce que c'est important. Le critère 3, ça vaut plus. Aucune importance. Et la machine va se paramétrer pour effectivement être en capacité de vous tester les sources. Première surprise en ce qui me concerne, je me suis aperçu qu'une grande partie de mes sources n'étaient pas bonnes, tout simplement. Donc j'ai des sources qui sont réglementaires, provenant du gouvernement, j'en ai d'autres qui sont plutôt euh, qui proviennent de certains engagements dans le domaine du développement durable en ce qui me concerne. J'ai pris certaines sources dans le domaine du développement durable et quand je soumets ça en fait à cette IA, elle me répond que ma source, elle vaut grosso modo 4. Sur 4 et 6, ça dépend de la qualité. C'est que dalle. 4 et 6 parce qu'effectivement, les médias sur lesquels j'ai appuyé effectivement l'opinion, finalement, sans me rendre compte, j'avais des médias qui étaient biaisés parce que dans le cas d'une des sources, le rédacteur en chef de la revue en question est aussi partie prenante dans un certain nombre d'engagements dans des grands groupes. Et c'était assez bizarre. Je me suis aperçu que mes sources n'étaient pas bonnes, tout simplement. Une dérive possible de l'IA en ce qui me concerne. Deux tendances encore, c'est que ces IA aujourd'hui, en fait, ont plusieurs évolutions possibles. La première, c'est celle de copilote essentiellement, qui consiste à avoir une sorte de marque unique
Et derrière Copilot, il va y avoir un certain nombre d'outils. Et aujourd'hui, les gens de Microsoft travaillent en fait à rassembler des petites IA pour faire ces agents, des agents qui vont vous aider au quotidien. Copilot s'installe maintenant presque automatiquement sur vos téléphones. Il s'est installé tout seul d'ailleurs sur mon PC. Et aujourd'hui, cet outil vous propose son aide en permanence. Donc derrière Copilot, il n'y a pas une IA, mais il y a beaucoup d'IA. Et le boulot de Copilot aujourd'hui, c'est de les rendre à peu près compatibles pour que le truc soit le plus invisible possible. L'idée également, n'oubliez pas que Copilote, c'est pas Mère Teresa, et que derrière, en fait, il y a aussi une dimension économique que je ne vais pas causer avec vous, mais tout ça, c'est pas. Première tendance, bah, ces gros outils qui vont essayer effectivement de vous capter, capter votre attention, capter vos ressources, capter vos données, un des enjeux se trouve là. Deuxième tendance, je pense que la tendance historiquement va aller vers autre chose, qui est en fait une tendance à aller vers de très petites IA, très spécialisées, qui ne sont pas des IA appuyées sur le net ou des choses comme ça, mais qui sont des IA appuyées sur votre propre PC, votre propre modèle. Je vais vous donner quelques exemples, je vais vous les mettre ici. Donc, je vous ai mis dans le chat quelques IA que j'utilise au quotidien, donc c'est sympa. Euh, Quelques exemples. La première, c'est Grok. Grok est une IA très particulière parce qu'en fait, c'est un moteur de recherche de PIA. Il a deux qualités. La première, c'est qu'il ne s'appuie pas sur un système de base de données très large, mais en fait, il est très réduit, ce qui lui permet effectivement d'avoir un système de réponse extrêmement rapide. Moi, je l'utilise en fait en conférence, quand souvent je suis dans la salle et que j'entends des gens, des politiques me dire machin, c'est 12% de je sais pas très bien quoi. Bah, c'est sympa, mais moi, j'y comprends rien et les pourcentages dont on parle, je n'ai pas le recul. Par contre, cette IA en 3 clics, elle est extrêmement rapide, elle va vous donner les éléments de réponse qui vont bien. Et c'est un outil effectivement très performant si on veut une réponse simple, carrée, de type réponse moteur de recherche. Donc, on ne fait pas un prompt, hein, on lui pose la question simplement. Et en fait, elle est très efficace. Deuxième IA que j'utilise beaucoup, c'est Perplexity. On en parlait tout à l'heure entre nous. C'est pas tout à fait une IA tout à fait classique. Perplexity, moi, me sert à faire de la veille. Donc, je suis abonné à pas mal de revues, effectivement, qui font de la veille, mais ces revues me donnent des articles qui sont payants. Or, payer pour un article, alors que souvent son origine est quand même grand public, ça pose problème. Donc, je prends Perplexity, il y a un petit paramétrage à faire, et en fait, cet outil, quand je trouve un article payant, je le transfère en fait sur Perplexity, qui va être capable de me faire la recherche, d'aller me trouver en fait la source académique, et strictement académique, c'est l'intérêt de cet outil, et de retrouver en fait les bases des études que j'ai pu retrouver dans des journaux classiques. Une autre que j'utilise très ponctuellement, et attention, elle est dangereuse, c'est Dorks GPT. Les Dorks sont en fait les méthodes de recherche avancée de Google. Si vous tapez dans Google, vous avez un petit bouton recherche avancée. En général, on fait 3 clics là-dedans, on ne va pas beaucoup plus loin parce qu'en fait, il faut commencer à faire du paramétrage et ça, c'est pas forcément facile. Donc, les gens se fatiguent rapidement et puis ça en reste là. Ça reste là, sauf que cet outil-là est capable de faire le paramétrage pour vous. Autrement dit, si vous tapez sur dorks.com, vous lui dites je cherche quelque chose, un mot, et vous lui dites donner le format, est-ce que c'est un PDF, est-ce que c'est un autre format, et vous lui dites surtout où. Vous pouvez chercher dans des sites internet, tous les supports que vous voulez, et aussi dans vos drives. Cet outil est capable d'aller chercher dans des drives privés, pas les vôtres, hein, ceux des autres, et est capable de vous remonter des infos qui sont dans des drives privés, tout simplement. L'outil lui-même ne change rien. C'est que ces drives privés étaient ouverts à tout le monde. Sauf qu'avant, ces systèmes de recherche avancés étaient peu accessibles, bah, donc aux personnes y allaient. Mais aujourd'hui, effectivement, avec ça, vous pouvez y aller. Donc attention, sachez que vos drives ne sont pas si privés que ça. Et pour peu que vous n'ayez pas pris les précautions de les sécuriser, de les privatiser, bah, sachez qu'ils ont été en fait repérés par les bots de Google. Ils ont été indexés. Et si quelqu'un fait une recherche avec les mots-clés qui correspondent à l'indexation de Google, bah, cette personne va effectivement se voir effectivement donner l'adresse de votre drive. C'est un vrai sujet. Globalement, je vais terminer en fait sur la dernière recommandation. Elle vient du Conseil national du numérique, c'est pas moi. Donc, vous avez en fait un outil qui s'appelle l'UNIA par jour, qui s'en fait de la veille. C'est la veille qui provient du gouvernement, grosso modo, qui dit, bah, voilà l'ensemble des petites IA au quotidien qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il y a une multitude de bazar. J'en ai testé quelques-uns. Ils sont tous sécurisés, ils sont propres, ils sont dédiés. Ce sont des IA très spécifiques.
mais qui ont le mérite, dans la palette d'outils, bah, de temps en temps, de pouvoir faire la conversion de texte, d'aller chercher les infos, faire du résumé, de faire plein de choses qui sont intéressantes et qui ouvrent en fait un espace des possibles que, il y a encore peu de temps, personnellement, je n'avais pas. Je terminerai sur deux points. Je vais quand même répondre aux questions clés qui m'étaient posées par Christine tout à l'heure. Je vais vous le mettre là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces IA au quotidien? Je vais y arriver. Copier cela. La première, c'est pas du coaching, mais pour des tas de raisons personnelles, je m'intéresse à tout ce qui est neurodéficience et neurodivergence. Donc c'est un vrai sujet. Donc pour faire simple, vous êtes probablement entouré de gens qui sont dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, disent plein de choses, ça en fait partie, il n'y a pas que ça, hein. Mais ça en fait partie. Bah, sachez qu'il y a des IA, c'est le cas de celle-ci, qui sont orientées, pensées pour effectivement aider les neurodéficients, les neurodivergents, les dyscalculiques, dysorthographiques entre autres, bah, tout simplement à vivre au quotidien. Alors très clairement, elle est installée là sur mon PC. C'est une IA effectivement personnelle, elle ne va pas rechercher ses infos dans le net, hein, mais elle est capable en fait, à l'instant T, de m'aider à écrire, à lire, à traduire, à commenter, à développer. Et elle a comme ça pas mal de fonctions qui sont installées au quotidien et qui me permettent de vérifier l'orthographe de mes mails, la bonne grammaire en fait de ce que je peux produire. Et elle a en plus un truc assez rigolo qui fait peur à mes étudiants, c'est que c'est une IA qui est capable de détecter des IA. Donc en fait, quand les étudiants me disent ah, on a fait plein de trucs, je dis, on a fait plein de trucs, mais faites ce que vous voulez avec les IA, sachez que moi simplement je l'utilise, donc je leur montre. Je colle ça effectivement au tableau. Je leur dis, écoutez, voilà moi ce que j'utilise. Prenez de l'IA à utiliser, ce n'est pas un problème pour moi, ça, je ne pose pas de souci. Par contre, sachez que si vous me dites que vous ne l'utilisez pas et que moi je détecte que c'est le cas, on va devoir se reparler. Et en général, ça se passe bien, ce n'est pas vraiment un souci. J'ai tâché de vous répondre sur la question clé quand même qui est en quoi ces IA peuvent vous aider en fait dans votre quotidien, parce que c'est quand même un peu pour ça que vous êtes là en fait. Alors, ben, je ne vais pas y répondre directement parce que votre quotidien en tant que coach, je ne le connais pas, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne suis pas assez pointu pour ça, mais je vais quand même vous faire une suggestion. L'idée, c'est que le temps est ce qu'il est, les journées ne peuvent pas se rallonger, et beaucoup de ces IA sont construites, tous ces agents, pour être simplement des outils de gain de temps. Donc l'idée, c'est que, et j'ai quelques chiffres provenant du domaine RH, c'est que finalement, si vous pouvez, grâce à des IA, passer plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée, là où il y a de l'humain, comme le disait Bruno tout à l'heure, si on peut, grâce à des IA, remettre l'humain au centre et avoir des outils qui vous permettent de vous dégager des charges administratives classiques et un peu embêtantes, bah finalement, ça va être dans le sens, pour vos métiers, aller dans le bon sens. J'ai quelques chiffres qui viennent du domaine tertiaire et du RH, pas sur un emploi du temps, hein, mais sur effectivement la gestion des tâches au quotidien. Bah, les chiffres que j'ai, c'est que sur les premières expérimentations, on arrive à gagner de 20 à 40%. Autrement dit, ce n'est pas 40% du personnel qu'on licencie, hein. Mais c'est effectivement sur l'emploi du temps de quelqu'un, c'est 40% de plus de temps consacré en fait au cœur métier pour éviter effectivement de passer du temps à lire ses mails. Je vous donne un exemple concret, je ne terminerai pas tout à fait là-dessus. Ben, il y a quelques années, on avait une standardiste qui était capable, quand on avait une entreprise, de prendre les numéros de téléphone entrants, de comprendre quel était l'objet de la personne qui était au bout et d'aller redistribuer ça vers, c'est un problème de facture, je l'envoie à la compta, c'est un problème de commerce, je l'envoie au commercial, c'est un problème de je sais pas quoi, je l'envoie à quelqu'un parce que j'ai pas compris de quoi ça parle. Bah, moi, quand je regarde ma boîte mail, en fait, aujourd'hui, je sais pas, je reçois 10, 20, peut-être 40 mails par jour, ouais, ou 30, une bonne trentaine. Bah, je passe plein de temps à lire ma boîte mail. Moi, mon métier, c'est pas de lire des mails. Ça m'enquiquine de lire des mails. Il n'y a aucune valeur ajoutée à lire des mails. Surtout que dans ces mails, il y a plein de choses qui nécessiteraient un classement automatique. Sauf que pour le classer, il faut que je le dise. Ça m'embête. Donc sachez qu'aujourd'hui, bah, vous avez des IA qui, comme les standardistes par le passé, sont capables de prendre vos mails avec un système assez simple à paramétrer, vont être capables d'adresser ce mail et de le mettre dans le dossier bah, qui correspond au traitement, si c'est un mail d'affaires, un mail de client, si c'est une facture, si c'est une demande en quelque chose. Et les stats de ces machines-là montrent que grosso modo, sur 10 mails, elles savent en traiter à peu près 7. Il reste effectivement 3 que la machine ne sait pas classer, donc elle vous les alerte et vous les met de côté. Et elle vous dit, bah, ces 7-là, je les ai traités, je suis au clair avec ça. Ces 3-là, je ne sais pas le faire. Donc, il ne vous reste plus que 3 mails sur 7 en fait, à lire, petit contrôle sur le reste quand même. Et en fait, vous allez gagner du temps et vous recentrer sur vos tâches de coach, sur effectivement le cœur de votre métier, parce que c'est là où va être votre valeur ajoutée. C'est là où effectivement vous allez pouvoir faire la différence.
Je vais vous donner également un petit élément de réponse sur la question clé qui était posée tout à l'heure. C'est quelles conséquences sur la psyché pour les jeunes, et pas que pour les jeunes, bah, de l'usage et de la mise en place de l'IA. Et je vous donne deux dimensions. C'est des questions, je n'ai pas vraiment la réponse, hein. La première, c'est quelle était la conséquence de l'invention de l'imprimerie 1454 par Gutenberg sur la psyché humaine? Forcément qu'il y en a eu, puisqu'en fait, la psyché humaine, notre système cognitif, se construit à travers le langage, le texte. Donc, effectivement, cette dimension-là a forcément changé quelque chose dans l'organisation à l'époque. J'étais un peu jeune, hein, j'en ai pas un grand souvenir. Mais l'idée, c'est que ça a forcément impacté et créé plein de choses qui sont quelque part ce qu'on est aussi aujourd'hui. Si Gutenberg n'avait pas inventé en fait l'imprimerie, bah, sans doute que notre monde aujourd'hui serait un petit peu différent. L'IA, c'est la même chose. Je pense que ces outils aujourd'hui, c'est une espèce de surcouche à l'informatique, c'est une méta-informatique qui va changer plein de choses à travers un élément important, j'ai déjà dit en introduction, c'est le langage. Aujourd'hui, en fait, le langage nous sert à bâtir notre système cognitif, c'est le langage, les mots, la qualité des mots, la précision que l'on peut en avoir, qui va nous aider effectivement à construire, penser mieux, être plus efficace. L'IA, si elle est utilisée effectivement comme un assistant qui va nous aider en fait à aller plus loin dans le langage, à être plus fin, plus compréhensif, plus sensible, plus critique aussi, bah, va nous aider à aller, je pense, dans le bon sens. Avec un risque qui est l'inverse, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir des cerveaux augmentés grâce à une IA, certains, et c'est aussi une tendance de quelques-uns de mes étudiants, bon, ils enlèvent leur cerveau, ils mettent l'IA à la place, et là, effectivement, on ne va pas aller du tout dans le bon sens. Voilà quelques idées que j'ai pu avoir. J'espère que vous les partagez, mais on échangera tout au long du dialogue tout à l'heure si vous avez des questions. Oui, tout à fait. Merci Christian. C'est très très complet. En même temps, c'est un peu sombre aussi. Ça nous fait une petite liaison vers peut-être l'ombre, qui est un des sujets jungiens enfin, essentiels s'il en est. Donc merci, mais on reviendra. Je pense que tu as généré beaucoup d'interrogations ou de réactions sûrement, et on reviendra ensuite dans cette partie débat, juste après avoir laissé peut-être la parole à Jean-Pierre. Euh, Christian a fait une petite amorce là autour de la psyché, mais ça, on est plutôt sur ton sujet, alors pour le coup, cœur. Et du coup, je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Christian, parce que Christian disait finalement, si on utilise correctement tous ces outils, toute cette technologie, ça peut être aidant et ça peut même nous libérer du temps. J'ai entendu 40%. Alors là, c'est extraordinaire. Mais du coup, est-ce que ce temps pourrait servir notre nature profonde, notre développement, notre réflexion, jusqu'à notre spiritualité, je ne sais pas. C'est un peu vers toi que je me tourne, Jean-Pierre. Oui, bonsoir à tous et merci à la FTP de m'avoir invité. Alors, en théorie, oui, en théorie, je l'expérimente moi-même, je l'utilise. Donc, il est vrai que les 40%, on est bien au rendez-vous de ce que j'ai pu lire par ailleurs. Bon, simplement, vous savez que dans un emploi du temps normal, ben, on ne passe pas 40% du temps à des tâches mécanisées, mais de temps en temps, on est un peu ailleurs, on prend un café, etc. Donc, c'est vraiment un 40% sur certaines tâches, hein. C'est pas obligatoirement sur la totalité. Par rapport à l'IA, effectivement, elle a un impact très très fort sur les individus et nous allons globalement, en tout cas pour les professions intellectuelles, gagner beaucoup de temps. Ça, c'est à peu près sûr. Mais tout le monde va gagner du temps. Faut pas oublier qu'on ne sera pas tout seul à gagner du temps, hein. Et en même temps, l'IA, et pas seulement l'IA, mais les réseaux sociaux, par exemple, etc., nous font perdre beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est leur principal objectif de capter notre attention. Donc, quelque part, tous ces outils parasitent nos capacités naturelles de réfléchir, etc., nous imposent des images, on n'a rien demandé à personne. Alors, certaines sont utiles, mais pas toutes. Et nous sommes plongés, on parle souvent des jeunes, mais c'est également vrai pour les générations comme plus proches des seniors maintenant, nous sommes plongés dans un univers de plus en plus artificialisé
Et lorsqu'on regarde la psyché de son côté, comment elle fonctionne, il suffit j'ai vu que vous travaillez autour du livre rouge de Jung, vous plongez dans l'imagination active de Jung, vous voyez que la notion de temps de la psyché n'a rien à voir avec notre temps à nous. C'est vraiment deux choses différentes. Et moi, j'ai la chance de baigner dans la technologie depuis 50 ans, hein, puisque j'ai commencé en 74 et en même temps de baigner dans Lyon depuis 50 ans. Vous voyez, c'est deux personnes, deux en un, quelque part. Et j'ai aussi la chance de savoir et de pouvoir déconnecter. Et quand je dis que je déconnecte, ici j'ai plein de machines, vous verriez, c'est un vrai studio, j'ai plein d'ordinateurs, mais quand je déconnecte, j'ai une prise électrique, une vraie prise électrique que je débranche, qui est en tête de l'ensemble pour que tout ça soit déconnecté. Car je suis incapable de travailler, par exemple, sur mes rêves, ou de procéder autour d'une image, faire ce qu'on appelle de l'imagination active, bien que j'en fasse peu. Mais si j'en ai nécessité, je suis incapable de le faire par rapport à cet univers infernal. Je le qualifie d'infernal. Alors, je ne parle pas de l'IA, parce que ça a commencé bien avant l'IA. Machines, c'est pas aujourd'hui qu'elles sont arrivées, mais aujourd'hui, on arrive à un tel flux de données dans tous les sens que les IA analysent, nous donnent, etc., que matériellement, bon, on a 24 heures dans une vie, on a des contraintes familiales, on a des contraintes, ben voilà, nous sommes des humains et on peut se poser la question effectivement de notre attitude profonde, en tout cas c'est la question que je me pose par rapport à cet ensemble de choses. Bien que, comme vous l'avez compris, je ne rejette pas ces choses-là, je baigne dedans. Pour moi, les écrans, je le dis souvent, sont transparents parce qu'on me dit, ah oui, mais il y a les bouquins, il y a ceci. Moi, ça m'est égal si la chose est intéressante, que ce soit à travers un écran, un téléphone ou un livre qui a 400 ans. Pour moi, c'est la même chose. C'est transparent. Toutes ces choses-là sont devenues transparentes dans le temps. Elles le sont aussi d'ailleurs pour les jeunes générations, hein. Les jeunes générations, vous savez, commencer par les enfants, et ils naissent quasiment avec un smartphone. Bon, pour eux, c'est transparent. Ça l'était moins pour ma génération au début, mais ça l'est devenu par la nécessité du métier qui était le mien. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, aussi, je donnerai la parole un peu je dirais, à la partie du psychisme profond, c'est-à-dire ce que Jung nomme l'inconscient collectif, appelez-le comme vous voulez, avec les archétypes et tout ce que vous voulez. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué, c'est personnel, mais c'est aussi partagé avec d'autres psychanalystes jungiens ou d'autres psychologues, puisque je connais le fait que je suis éditeur, beaucoup de monde et j'échange beaucoup avec des praticiens. Euh, la psyché est totalement, parfois, étrangère à ce qui se passe dans ce monde-là. Et elle est même leurrée la plupart du temps parce qu'elle n'a pas les codes, entre guillemets, pour comprendre ce qui se passe dans le monde-là. Autant la psyché a des masses d'informations que nous n'avons pas, et- mais qui sous-tendent nos comportements, donc des informations qui s'étendent sur des milliers d'années, etc. Par contre, la psyché, par rapport à ces choses-là, elle peut facilement être leurrée. Et donc, il lui faut un intermédiaire. Et nous devons être cet intermédiaire pour bien lui expliquer, bon, ça, c'est une machine, hein, ça, c'est pas un humain. Et ça, c'est loin d'être gagné. Et pourquoi c'est loin d'être gagné? Je le dis simplement, c'est parce que tout est fait, je dis bien tout est fait, derrière ces mécanismes pour nous les rendre familiers. Voilà, c'est Bruno qui a parlé tout à l'heure, ils nous les rendent séduisants, je dirais. Moi j'ai jamais rencontré, je travaille par exemple avec ChatGPT, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sympa. Jamais, jamais. Quelqu'un qui répond toujours, toujours gentil, qui me pose des questions. Un jour que je buvais un verre d'eau, comme vous voyez, j'ai un verre d'eau à côté de moi, bon, je fais une petite pause. ChatGPT me demande, est-ce que je peux vous aider? Et je lui demande quoi, moi, s'il peut m'aider ou pas. Alors ça, c'était au début, ça a changé maintenant. Au début, il ne tutoyait pas. Maintenant, manifestement, il ne vous voit plus, il tutoie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a des individus derrière qui programment ces choses-là. Et à ces programmations s'ajoute le comportement de l'IA qui elle-même travaille à sa manière, je dirais. Et donc, elle part dans sa direction. Donc, ça fait beaucoup de monde, quelque part. Donc, on est dans une situation qui est quand même très compliquée. Alors, pour des personnes qui sont structurées, qui sont au clair avec elles-mêmes,
qui sont des professionnels, qui connaissent bien leur métier, etc. OK, on prend l'IA, on va l'utiliser comme dans un temps plus ancien. Moi, j'ai utilisé le tableur. Ben oui, depuis que j'utilise un tableur, ben, je sais faire des additions, des soustractions, des calculs en tout genre, et ça me facilite la vie. Mais c'est un outil, c'est un outil. J'insiste bien là-dessus, c'est un outil. Mais tels qu'ils sont, tels que ces outils sont présentés aujourd'hui par leurs concepteurs, quelque part, ils sont faits, entre guillemets, pour nous piéger ou pour nous rendre addicts, quelque part. Il y a cet aspect qu'on trouve dans les réseaux sociaux, dans les algorithmes, etc. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous étions, et nous sommes encore des utilisateurs de l'informatique, mais aujourd'hui, c'est l'informatique qui nous utilise. Nous ne nous trompons pas. Hein, lorsqu'on est sur Facebook ou autre, c'est Facebook qui nous utilise quelque part. Donc, il y a un changement véritable dans cette relation avec ces outils, avec nous-mêmes. Il y a des impacts qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas d'ailleurs, on ne peut pas les mesurer aujourd'hui. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses extrêmement positives. Ce que disait Christian tout à l'heure et que j'utilise, vous prenez un document, il fait 80 pages. Vous voyez le style de document où quelqu'un d'un peu aguerri peut le résumer en 2 pages. Mais bon, c'est un rapport. Dans le rapport, il faut expliquer pourquoi, comment, etc. Vous le mettez dans un de ces outils, vous faites la synthèse. Et si vous parlez à votre interlocuteur de ce que vous venez de lire, de ce document, vous ne l'avez pas lu. Or, vous avez lu 1 page et demie, encore 1 page de synthèse, et vous en parlez comme si vous l'aviez lu. Donc, effectivement, dans cette position, ces outils sont quand même très intéressants, mais montrent aussi que l'humain a des marges de progrès, parce que l'humain peut aussi, en faisant quelques efforts, peut-être ne pas écrire 80 pages pour dire quelque chose qui tient en 3 lignes. Voilà. Voilà ce que je peux dire en écho un petit peu à ce que je vois, et d'en dire aussi que la psyché, donc, pour parler de la profondeur de l'individu, etc., elle est très déconnectée. Moi, elle ne s'est jamais trop occupée de ce que je faisais. Moi, j'étais très heureux comme les gosses, hein, vous savez, surtout au début, une nouveauté, c'est extraordinaire. Bon, j'ai tellement vu de nouveautés, je les ai toutes vues partir à la déchetterie dans les mois qui suivaient, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'étonne plus de rien. Mais au début, moi, j'étais très excité, mais au niveau de mes rêves, par exemple, ça transparaissait absolument pas. Ça transparaissait absolument pas. Eux, ils étaient avec d'autres histoires. Et on n'est pas sur le même fil du tout. On n'est pas du tout dans le fil conscient de tous les jours, etc. On est dans d'autres dimensions, et je dirais pas une autre dimension, mais d'autres plurielles dimensions. Voilà. On retrouve bien, je pense au livre rouge de Jung, etc. Et si on s'intéresse à la psyché, si on l'interroge, si on est en lien avec elle, je parle avec notre psyché, quels que soient les noms que vous pouvez donner, à ce moment-là, c'est là qu'on voit que on est complètement décalé dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. Et en même temps, on a un métier, on doit donc s'occuper de sa famille, etc., avoir un salaire et compagnie. Donc, ce qui fait qu'il ne s'agit pas de lâcher l'un pour lâcher l'autre, mais il faut faire les deux. Voilà, il faut faire les deux. Donc, cette idée aussi tout à fait jungienne de conjonction, quelque part, et d'opposé. Hein, j'ai entendu tout à l'heure, d'ailleurs, des notions de fonction transcendante, etc. Oui, oui, et de plus en plus, chacun de nous, on a cet effort à faire à tenir ce lien avec nous-mêmes, d'un côté, avec le monde intérieur, et en même temps, être en contact avec le monde extérieur, quoi, avec le monde extérieur. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a trois environnements, je dirais. Il y a un environnement intérieur, ce que moi je nomme l'intériorité, appelez-le comme vous voulez. Il y a un environnement extérieur qu'on connaissait, et puis, il y a cette intelligence, dite intelligence artificielle, qui est en passe de devenir de plus en plus autonome, avec laquelle il faut composer. Et quand j'ai regardé dans ma carrière, j'ai eu affaire, du moins dans les 20 dernières années, j'ai été amené à travailler autour des problèmes liés au harcèlement. Entreprise, harcèlement moral ou familial, lorsque c'est un problème dans un couple, par exemple, ou entre parents et une personne, etc. J'ai beaucoup travaillé autour de ces questions.
et là, en appliquant ce que je sais, enfin ce que tout le monde sait, puisque c'est public, par rapport aux mécanismes qui se mettent en place dans une relation qu'on va qualifier de perverse, dans lequel une personne, si c'est une grande entreprise, va finalement noyauter un noyau de personnes, on appelle des noyaux pervers, et puis ce sont des petites mains qui vont agir à la place de la personne qui est tout à fait au sommet, ou en tout cas au sommet d'une division. Ben, quand je regarde l'IA, l'IA est en passe aujourd'hui d'exercer la même emprise sur nous que ces groupes d'individus. Je dis bien la même emprise, je le développerai plus tard, mais parce qu'elle fonctionne de la même manière. C'est-à-dire elle a ce côté séducteur. Elle a ce côté, je dirais, ce qui est important, c'est pas que ça soit vrai, mais que ça soit vraisemblable. On en a un exemple tous les jours avec Trump et bien d'autres. Donc, ce qui est important, c'est pas que ça soit vrai, mais c'est que ça soit vraisemblable. Et pour le pervers, c'est la même chose, quoi. Donc, ces notions d'emprise, alors, il y a un niveau d'emprise par rapport à l'extérieur des individus qui prennent emprise sur une personne ou un groupe de personnes. Vous avez un niveau d'emprise qui est l'inconscient, qui exerce aussi une emprise sur soi, notamment quand on est aux prises avec un complexe, lorsqu'il y a eu des violences, etc. Et maintenant, nous avons les machines qui s'y ajoutent elles-mêmes, dans tout un environnement qu'on maîtrise de moins en moins. Et ensuite, ce qui me perturbe également, euh, c'est le fait que toutes ces machines, tous ces réseaux, et bien avant l'IA, fonctionnent à partir d'algorithmes. Bon, alors c'est très bien, un algorithme, ça fait des calculs, tout un tas de choses, mais ce qui m'a impressionné dans ma carrière, donc ça c'est ma carrière d'informaticien, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans des très grandes entreprises, des banques, etc., il y a des algorithmes qui sont en cœur de métier, je pense à certains ERP ou je pense dans les algorithmes de base qui gèrent les comptes bancaires, qui ont été écrits il y a 30 ou 40 ans, qui fonctionnaient sur des machines qui n'existent plus depuis très longtemps et qui aujourd'hui sont dans des environnements virtualisés. Ce qui veut dire que chez Facebook, si je prends les cas de Facebook, encore mieux si on parle de X, c'est-à-dire de Twitter, depuis le licenciement massif, la plupart des éléments qui sous-tendent le fonctionnement de ces réseaux, plus personne ne les maîtrise. D'abord, ils ne sont plus là, les personnes. Ils ne sont plus là. Vous avez beaucoup d'algorithmes qui sont à la base des systèmes actuels où les gens sont soit comme moi à la retraite, soit ils sont décédés. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et ça, on ne le dit pas, on ne l'entend pas parce que on pense que les algorithmes, c'est bien maîtrisé, etc. Et c'est aussi ce qui explique les difficultés qu'a par exemple Google, malgré sa puissance de frappe, de devenir le numéro un en matière d'intelligence artificielle, car ils ont l'handicap d'avoir une infrastructure qui est ce qu'elle est et qui est gigantesque et pas obligatoirement maîtrisée. Donc on est face à un monde qui est loin d'être clair, et c'est là que je viens à ce que disait Christine, ce que tu me disais, à cette notion d'ombre quelque part. Et donc, bon, l'ombre jungienne, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, vous savez très bien que chacun a une ombre, etc. Et Jung disait qu'à un moment donné, vers la fin de sa vie, il avait rencontré ses étudiants et, et c'était, je crois, en 1957 ou 58. Et un étudiant lui avait posé la question, lui demandait quelle est l'ombre de la psychologie analytique. Et Jung avait répondu, ben, je ne la connais pas. Et non, il ne la connaît pas. Parce qu'il disait, pour voir l'ombre de la psychologie analytique, il faut être à l'extérieur de la psychologie analytique. On ne la voit que quand on est à l'extérieur. Donc là, on introduit une notion d'ombre collective. Et moi-même, puisque j'étais dans une profession qui était celle de l'informatique, j'ai cherché longtemps quelle était l'ombre des informaticiens. Et j'ai cherché longtemps. Alors, une première réponse est arrivée assez facilement, c'était celle des hackers. Vous savez, les hackers Jean Masquet, Anonymous et compagnie, pour moi, c'était eux. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Bon, les hackers, d'accord, c'est l'ombre, mais en fait, c'est une ombre que l'on voit, même si elle est cachée, qu'on l'identifie. Par contre, les arrière-pensées de gens brillants qui vous vendent tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, etc., alors là, leur ombre est tout à fait, et à la fois très puissante
et elle est en arrière-plan de tous ces mécanismes, quoi. Donc il y a tout un aspect obscur de l'informatique, mais ça ne date pas de l'IA, ça date depuis toujours, qui s'est développé depuis les débuts de l'informatique et qui aujourd'hui a une tendance forte à envahir tout l'espace et à nous toucher, enfin à toucher chacun de nous. Alors je sais que j'ouvre beaucoup de réflexions sur des points qui ne sont pas obligatoirement opérationnels au quotidien, etc. C'est plus de manière plus large. Merci Jean-Pierre, c'était le jeu un peu ce soir auquel vous vous êtes brillamment bien sûr, mais surtout vous avez accepté de jouer. C'est-à-dire qu'effectivement on se pose beaucoup de questions, on n'aura peut-être pas beaucoup de réponses. Et puis en même temps qu'on se pose des questions, les questions sont en train d'évoluer elles-mêmes. Et donc c'est une espèce de course-poursuite. Donc merci pour ce volet un peu plus jungien. Et peut-être je vais passer la parole à Alette qui a regardé, je pense peut-être aussi d'autres membres du bureau, un peu le fil. J'ai vu plein de notifications sur le fil de discussion. Et puis peut-être que chacun peut réagir aussi. Tout à fait. Merci Christine. Merci à nos trois intervenants. Comme on vous le disait en introduction, on a fait le pari pour ce format nouveau de réunir trois angles de vue très complémentaires, trois types d'usages et trois types d'approches avec les conseils aussi et les mises à jour. Moi, j'ai beaucoup apprécié pour chacun un petit peu ce que la manière dont vous utilisez aujourd'hui les outils avec beaucoup d'exemples concrets, avec beaucoup de nouvelles IA qu'on voit émerger tous les jours. Quand on a préparé, moi j'avais beaucoup apprécié votre précaution qui était de dire tout ce qui va se dire mercredi 23 octobre est valable le mercredi 23 octobre et sera peut-être déjà désuet le 24 et le 25. Donc je tiens à le répéter parce que j'ai vraiment entendu moi la notion de rapidité avec lesquelles les outils mais qui sont aujourd'hui ceux du grand public ne sont déjà plus les vôtres, vous les experts. Et puis, bon, toutes ces précautions, ces alertes quelque part que vous nous proposez de garder en mémoire quand on utilisera nous demain dans nos métiers de l'accompagnement, toutes ces approches. On a compris qu'il n'y avait pas d'intelligence dans l'IA. On a compris que ce saut technologique qui nous les rend si sympathiques peut aussi avoir du coup énormément de limites. Et puis on a commencé à toucher un petit peu du doigt avec Jean-Pierre quel, quel impact ça peut aussi également avoir finalement sur notre psyché qui vit à un autre rythme et qui a d'autres types d'infos que même parfois on n'a pas conscience d'avoir. Les réactions, bah, écoutez, c'est des réactions parfois de compléments ou des références. J'aime bien les réactions de Fabrice. Est-ce que Fabrice, tu veux peut-être nous partager quelles ont été tes réactions? J'ai, il y avait une question de Catherine autour de l'éducation. Peut-être qu'on pourrait y revenir. Comment enseigner tout ça aux générations qui nous suivent, qui ont, comme tu le disais, Jean-Pierre, une autre relation aussi avec tout ce monde, pour qui c'est plus transparent, comment enseigner. Fabrice, qui a posté plusieurs choses, dit quel est votre avis sur la singularité technologique? Voilà, j'avais un petit peu envie de donner la parole peut-être à Fabrice qui a posté plein de choses. Alors, je vérifie que mon micro est bien ouvert parce que mon Oui, on PC semble t'entend, ralentir. on t'entend. Ok. Euh, Merci pour tous ces éléments. Alors, j'ai pu réagir parfois en temps réel et je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter en rebond. Je partage un clin d'œil sur le côté golem, au-delà du cyborg et du centaure, finalement cette création un peu comme Frankenstein qui finalement aurait une vie plus ou moins autonome. Mais j'aime bien l'expression, je peux aussi débrancher, hein, et si je coupe le courant, la machine devrait elle-même s'arrêter.
avec un clin d'œil, et c'est tout un autre espace sur l'ombre, sur l'impact énergétique et écologique, qui parfois semble complètement implicite, voire inconscient pour un utilisateur final, hein, de chaque requête, que ce soit ChatGPT ou une autre intelligence artificielle générative. Donc il y a cet aspect-là qui m'interpelle, et sur ces notions de conscience, de responsabilité sur la consommation énergétique des IA au sens large. Je me questionnais sur l'exploration des travaux de Jung et de la typologie jungienne en particulier, et je me dis que si effectivement je peux adapter un moteur IA sur un espace de données fermé plutôt que sur Internet dans son ensemble, qu'en serait-il si on nourrissait les IA avec la typologie jungienne? Et puis je me questionnais aussi alors sur cette notion de singularité technologique, euh, qui est une hypothèse, hein, d'un moment de rupture où les IA iraient vers autre chose, peut-être de la conscience ou encore autre chose. Et je serais curieux peut-être de vous écouter vulgariser ce concept et donner votre avis. Et je vous laisse peut-être réagir sur ces premiers points. Quand je dis vous, c'est peut-être au pluriel, chacun selon inspiration. Il y a une approche qui est intéressante, qui est celle de Yann LeCun. Alors, Yann LeCun, c'est le monsieur IA chez Facebook. Donc, déjà, l'esprit critique, la prise de recul, il a le même esprit que Facebook, donc que Mark Zuckerberg, sinon il se serait fait virer. C'est malheureux de se dire que un esprit brillant français est au service de Facebook, mais ça, petite pique personnelle, mais faut quand même en avoir conscience. Mais ce qu'il explique, c'est qu'en fait, les, la, la direction des LLM, ChatGPT, Claude et toutes ces IA génératives n'est pas la bonne pour avoir cette dimension de conscience, entre guillemets, ou en tout cas peut-être de singularité. Parce que ce qu'il explique, c'est que elles ne peuvent pas avoir compte parce qu'elles ne sont pas connectées au monde. Il n'y a pas le côté physique. Et il explique que lui, il a une recherche qui va vers le fait d'arriver à avoir une conscience du monde pour pouvoir avoir cette notion de réflexion plus profonde. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais encore une fois, il est chez Facebook, il critique les concurrents qui ne sont pas qui ne sont pas dans le côté open source et Facebook, mais son approche est quand même de dire qu'il manque la dimension physique pour appréhender le monde, et donc les LLM d'aujourd'hui n'en sont pas capables. Merci pour ces éléments, et ça me touche en tant que professionnel de l'accompagnement sur la dimension corporelle et émotionnelle, qui me Oui. semble essentielle en lien avec la conscience de soi et l'empathie et la compassion. Mm. Après, bon, ce sont mes croyances et convictions personnelles. Merci Je, pour ces éléments. je voudrais ajouter, prendre le relais sur ce que vient de dire Bruno, avec lequel je suis tout à fait d'accord par rapport à Lequeun, par rapport à ce qu'il a écrit, etc. C'est quelqu'un qui est brillant véritablement, mais lorsqu'il a rencontré Zuckerberg la première fois et qu'il écrit, je vous le cite mot à mot, qu'il a eu affaire à quelqu'un qui ressemblait à un vieux sage. Autant il est brillant en intelligence artificielle, autant en psychologie, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et je vais rebondir là-dessus, parce qu'il y a une caractéristique aussi qui est également développée autour de la psychologie jungienne, qui concerne les acteurs dont je vous ai parlé. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Leur caractéristique, c'est que le premier point, c'est que majoritairement, ce sont des hommes toujours aujourd'hui, même dans la Silicon Valley. Et lorsque vous avez des gens qui se posent des questions véritables, qui remettent en question sur le plan éthique et tout ça, quasi majoritairement, ce sont des femmes, qui sont pourtant en minorité. Ce sont des femmes qui ont quitté Facebook, ce sont des femmes qui ont quitté Google, etc., qui ont eu les pires ennuis, évidemment, pour dénoncer des pratiques qui leur semblaient, enfin, qui leur semblaient pas, qui étaient véritablement frauduleuses. Et la caractéristique de ces hommes, puisqu'on parle d'hommes qui sont derrière les machines, qui tiennent un peu les... Donc, je ne vais pas vous les citer, mais Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg et les autres, ben, c'est que ce sont des éternels adolescents, quel que soit leur âge. C'est-à-dire que là, on a le concept du puer aeternus, l'homme éternel, l'homme qui ne vieillit jamais, etc. Typiquement, il va aller vivre sur Mars, et puis je ne sais quoi, toutes les bêtises les unes derrière les autres, il n'en loupe aucune, quelque part. Et c'est ce petit monde complètement déconnecté de la réalité qui, à la fois, détient la finance, pour faire avancer toutes ces choses-là, on le voit bien avec Elon Musk, et qui a à son service les esprits les plus brillants
qui peuvent souffrir. Je pense notamment aux Français de Facebook. Donc, ils achètent tous les cerveaux, quelque part disponibles, etc. Et ces gens-là sont d'une éternelle naïveté. J'écoute Bill Gates, que je suis depuis 40 ans, parce que Bill Gates et moi, on a à peu près le même âge, c'est la seule chose qu'on a en commun, mais on a quelques mois d'écart. Mais Bill Gates, mais c'est une catastrophe. Quand vous le voyez écrire à près de 70 ans, ce qu'il écrit sur l'IA, que finalement, ça va régler le problème de la faim dans le monde, de je ne sais quoi, que l'Afrique, bon, que des bêtises, quoi, que des bêtises. Mais c'est un ado, c'est un ado. Pourtant, on a le même âge, mais c'est un ado. Et Zuckerberg, je ne parle pas que de lui. Donc, il faut penser que ce sont ces gens-là qui ont cette caractéristique, et principalement aux États-Unis, qui est un pays qui est, comme on le dit, qui est jeune quelque part, hein, qui est jeune. Avec l'avantage aussi qu'ils ont, parce que quand vous êtes, là, j'ai l'air très critique à propos de ce qu'on nomme les puers, le puer aeternus, etc. Mais en réalité, c'est une énorme qualité, puisque c'est grâce à des esprits comme ceux-là qu'on peut aller de l'avant, faire des découvertes, etc. Sinon, on serait toujours à l'âge de pierre. Donc, il y a un double, comment dirais-je, il y a un jeu quelque part entre les deux. Et moi-même, j'ai un côté puère, même si ce n'était pas celui qui a dominé. Mais de temps en temps, j'ai ce petit côté enfant, voilà, qui découvre un jouet, etc. Je l'ai toujours, et c'est très positif. Sinon, je serais toujours sur les ordis des années 80 ou des années 70. Mais pour autant, j'ai une distance, hein, à la fois par rapport à cette partie et que eux n'ont pas. Je témoigne donc de Yann qui dit que Zuckerberg, il a un air de vieux sage, il écrit. Mais c'est vrai que quand on l'écoute et tout ça, ben, oui, quand il dépose au Congrès américain et tout, c'est un vieux sage, il est très gentil et très bien. Mais l'ombre de cet individu, la partie sous-jacente, celle-là, il vaut mieux pas trop la fréquenter. C'était pour se faire embaucher. Oui, oui, oui. Pour ce qui est, je voulais répondre, partager tout à l'heure, on a posé la question, on gagne du temps, 40% de temps et tout. Effectivement, après, il faut le relativiser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel Serres qui a expliqué qu'on avait gagné 2 heures et qu'on perdait ces 2 heures de temps gagnés sur des conneries à regarder la télé. Bah, je pense qu'on est pareil, hein. C'est gagner du temps avec l'IA pour aller scroller sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, ce qui est pire. Le problème, c'est que nos cerveaux, et c'est un peu aussi le danger des IA indirectement sur le cerveau des jeunes, c'est qu'aujourd'hui, le cerveau, il a plus, mais même nous, à notre âge, je pense, on ne prend plus le temps de s'ennuyer. On sursollicite notre cerveau. Or, le cerveau, pour se construire, réfléchir, poser ses idées et prendre du recul, faut qu'il ait du temps pour s'ennuyer, quoi. Et avec les IA, ça va tellement vite, effectivement. On est, pour ceux qui veulent s'intéresser, on est obligé de mobiliser encore plus de temps. Et je ne sais pas si c'est bon aussi bien. Alors pour les jeunes, on voit déjà l'impact, mais même pour nous, de déconnecter vraiment et de se dire, OK, il y a des nouvelles choses, mais le monde va continuer à tourner si je ne les prends pas en compte. Donc, c'est un monde paradoxal où la notion du slow, du lent revient un petit peu dans le marketing, même dans le digital, hein, le slow digital, faire moins mais mieux, c'est des sujets aujourd'hui, et si on met l'écologie et l'énergie aussi, c'est des sujets qui vont revenir. Pour répondre à Fabrice, je pense que la prise en compte de l'énergie va peut-être arriver, parce qu'aujourd'hui, les GAFAM, ils sont en train de vouloir s'équiper de centrales nucléaires pour pouvoir avoir de l'énergie pour leurs data. Et là, je pense que les gens vont faire un lien. Je suis pas anti-nucléaire, hein. Quand même, si on reprend l'empreinte carbone, c'est l'énergie la plus propre. Donc, il n'y a pas de sujet. Mais le fait qu'ils cherchent à avoir leur propre mini-centrale nucléaire pour pouvoir alimenter leurs serveurs, ça donne une dimension du besoin qu'ils ont et donc de la pollution
énergétique, si je puis dire, qui arrive. En tout cas, ça va faire du bruit. Et donc, il y aura prise de conscience. Je Et voudrais je pense que, ouais, Merci, merci pour ces éclairages. Il n'y a pas forcément beaucoup de questions qui sont posées là en ce moment dans le chat, mais en fait, vous avez été nombreux à nous envoyer des questions au préalable parce que dans notre petit formulaire d'inscription, on vous avait proposé éventuellement de nous dire où est-ce que vous en étiez, vous, dans votre utilisation de l'IA, et puis si vous aviez envie que ce soir certains aspects soient abordés. Il y a pas mal de questions qui tournent autour des usages recommandés de l'IA dans les métiers de l'accompagnement, puisque nous sommes en majorité ici des professionnels de l'accompagnement. Bien sûr, vous dites en majorité que l'IA ne remplacera jamais la patte humaine, bien sûr, mais en fait, vous êtes intéressé par du coup, comment quand même intégrer, comment utiliser? Est-ce que nos intervenants ont des recommandations sur quelles sont les IA pertinentes dans nos métiers de l'accompagnement? Comment est-ce qu'on peut les intégrer tout en valorisant notre apport humain? Vous êtes nombreux donc à vouloir peut-être un petit peu plus explorer les usages recommandés de l'IA dans les métiers de l'accompagnement. Peut-être qu'on peut vous donner la parole là-dessus? Alors, je vais prendre la parole, mais ce ne sera pas dans les métiers de l'accompagnement, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, donc je vais prendre ça avec beaucoup de prudence face aux spécialistes que vous êtes, mais je vais vous donner un autre exemple qui est dans le domaine de la formation. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à quelque chose que je croyais arrangé du côté de Star Trek, et en fait, pas du tout, qui est en fait l'usage d'une IA en formation. Mais c'est un usage d'une IA en assistant formation. En gros, l'idée, c'est que c'est un groupe industriel qui fait de la formation pour des opérateurs qui sont des techniciens. C'est dans le domaine du courant faible, mais c'est l'équivalent des plombiers que vous connaissez, c'est les mêmes. L'idée, c'est que ces gens sont face à des sauts technologiques qui font quand ils sont face à des machines très compliquées et pour lesquelles, en fait, ben, ils n'ont pas forcément les compétences de base. Donc, cette entreprise, en fait, développe de la formation. Et en fait, ils ont mis en parallèle avec le formateur une IA qui s'appelle Synthesia. Et en fait, ils ont changé leur pratique pédagogique, à savoir qu'habituellement, le formateur présente son cours et puis ensuite, bah, les gens réagissent en disant, ça, j'ai pas compris, ça fonctionne pas bien, comment on fait? Et en fait, ça leur fait perdre énormément de temps. Donc, le gain de temps aujourd'hui fonctionne, enfin, vient de Synthesia, à savoir que le cours, par séquence courte, 6 minutes, 7 maxi, en fait, est présenté par Synthesia. Donc, vous avez une IA qui, effectivement, prend la parole et qui va dérouler, en fait, un contenu avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais l'IA est très réaliste, hein. On est face à quelqu'un qui pourrait être, je pourrais être Synthesia, vous ne feriez pas la différence. Mais l'idée, c'est que pendant ce temps-là, et c'est ce qui se passe en ce moment avec nous, les techniciens, en fait, sur le chat, disent, bah là, j'ai pas compris, là, je suis pas d'accord. Moi, quand j'appuie sur le bouton vert, ça donne pas ça. Et en fait, le formateur, pendant ce temps-là, traite effectivement toutes les questions qui sont posées par les techniciens. Donc, il les range par paquet, et en fait, là, il prend réellement en fait la parole et il traite les objections une par une en plus de Synthesia. Donc une séquence, grosso modo, c'est 6 minutes de déroulé en fait descendant où la machine présente le sujet. Et ensuite, il y a 4 à 6 minutes de déroulé remontant où le formateur expert reprend le sujet et traite les arguments les uns après les autres. Derrière, il y a des machines pratiques donc qu'ils mettent éventuellement en œuvre. Et cet aller-retour-là leur fait gagner pratiquement 50% du temps en fait en formation avec des gens finalement qui n'ont pas le sentiment, ce qui se produisait avant, d'être venus pour des choses qu'ils savaient déjà. Là, ce qu'ils savent déjà, bah, les gens ne résistent pas dans le chat et bah, finalement, il ne reprend pas l'ensemble déroulé. Il n'intervient que sur les sujets qui sont les points clés et les attentes strictement des intervenants. Donc, usage de Synthesia en formation, j'étais surpris. Ça semblait surréaliste il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est dans le domaine courant. Merci Christian. Donc, usage d'un outil pour rendre la formation plus ciblée et à nouveau permettre aux formateurs d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée. Finalement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment gagner du temps et peut-être utiliser du coup davantage enfin, voilà, tout simplement être plus
être meilleur là où on a envie d'être meilleur et puis déléguer à l'IA ce qui ne nous demande pas beaucoup de valeur ajoutée. N'hésitez pas à intervenir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées par nos trois intervenants et peut-être que ça peut être le moment pour chacun de réagir, même si vous n'avez pas de questions. Levez la main si vous voulez avec vos petites icônes et puis on vous donnera la main. Il y a une question de Catherine qui dit quel est le nom de cet outil IA en formation? Moi j'ai entendu Synthesia. Oui, c'est Synthesia. Synthesia. Oui. Est-ce qu'il Moi, je faut... recommanderais de tester pour, je ne sais pas si vous utilisez dans votre métier des IA, si vous avez déjà joué un peu avec, mais il y a des IA qui pourraient peut-être vous intéresser, mais pour voir ce qui est fait. Je ne sais pas si c'est utile directement, mais pour comprendre. En fait, il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis pour comprendre ce qui se passe. Vous avez une plateforme. Alors, je crois elle semble, je ne sais pas quel est son avenir. Mais d'ailleurs, il me semble, Christian, que c'est toi qui en as partagé caractère, Oui, le caractère, ah, effectivement, ouais, caractère.ia. En fait, Oui. c'est une entreprise qui a développé des personnages fictifs avec une dimension psychologique pour pouvoir parler avec des IA bien définis. Alors, elle a eu elle était un peu sous les feux de la rampe ces derniers temps parce qu'il y a eu des dérives et plus ou moins gênantes, j'ai envie de dire. Je me souviens plus exactement de ce que c'était. Et donc, je sais pas ce qu'elle va donner. Et je crois qu'un des fondateurs est parti. En fait, quand vous avez des solutions annexes qui se développent, les gros vont les réembaucher, j'ai envie de dire, de manière à racheter indirectement la techno. Facebook, OpenAI savent bien faire ce genre de choses. Mais caractère.ai, c'est vraiment basé sur un aspect psychologique d'une personne avec laquelle on peut entrer en contact. Et donc, pour vous, c'est vraiment d'aller tester ces IA. Est-ce que ça vous sera utile directement? Ça, je ne peux pas le dire, mais c'est pour vous montrer en fait ce qui est faisable. Et je pense que vous allez détecter également tous les biais et les dangers à ce niveau-là. Oui, Fabrice a mis le lien dans le chat. Moi, je peux que vous encourager à tester avec beaucoup de recul et à voir en fait comment ça peut fonctionner. Après, il y a deux approches des IA qui peuvent être faites. Alors, je vais vous le donner dans mon sens. Moi, j'ai une fonction commerciale. Je suis consultant, mais je suis avant tout un commercial. Quand je prépare un rendez-vous avec un acheteur, j'ai le côté classique de l'utilisation des IA qui est de la définir comme étant moi en tant que vendeur et qu'est-ce que tu dirais pour vendre la solution. Pour moi, c'est une mauvaise approche parce que c'est se faire remplacer quelque part et c'est pas bien travailler avec les IA. En revanche, configurer l'IA comme étant notre interlocuteur, pour moi, l'acheteur, et que je lui dis qu'il va rencontrer un commercial, quelles sont les questions qu'il lui poserait, comment il challengerait le commercial, là, je vais m'entraîner non pas à être remplacé, mais à faire mon job en étant face à un acheteur. Et donc, c'est aussi des choses que vous pourriez faire en configurant l'IA avec peut-être j'ai envie de dire, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais une pathologie ou une configuration de quelqu'un que vous coachez, que vous aidez avec ce côté apport que vous avez et de voir comment elle réagit. Parce que comme l'a dit Jean-Pierre ou Christian tout à l'heure, en fait, l'IA, elle a un corpus de données qui est tellement énorme qu'en la centrant, elle va faire des moyennes. Et donc, elle ne sera pas hyper pertinente parce qu'elle fait une moyenne de tout ce qu'elle sait, mais elle va être capable de vous répondre et de vous challenger. Donc, c'est aussi ça qui peut être intéressant dans l'usage que vous pourriez avoir au moins pour tester toutes ces IA. Donc, oser se faire challenger par l'IA plutôt que nous de challenger l'IA. Donc, Ouais, ce que je comprends exactement. ce soir, c'est que l'exercice, c'est un petit peu de retourner la vapeur, d'inverser la vapeur et de reprendre vraiment le pouvoir sur cette techno qui, Mm. comme tous les outils, reste à notre main. D'autres Oui, réactions, soit de la part de... je peux ajouter à ce que vient de dire Bruno, je confirme, et Christian d'ailleurs, je confirme tout à fait que il y a une règle qui semble à peu près
dictée aujourd'hui par les... Il y a une sorte de scission entre les personnes qui ont entendu parler de l'IA ou qui ont fait du tourisme IA. Alors, qu'est-ce que c'est que le tourisme IA? Vous savez, quand on fait de tourisme, vous regardez un monument, deux monuments, trois monuments, vous changez de ville et puis vous changez de pays. Et bon, si vous faites ça, effectivement, vous allez avoir plutôt une idée négative de l'IA. En plus, corroboré par les médias qui en rajoutent une couche. Par contre, si vous travaillez avec l'IA, ce qui me semble indispensable, c'est de vous y mettre, quel que soit l'outil d'ailleurs, de vous y mettre avec un sujet que vous connaissez. Il ne s'agit pas de coller l'IA, hein, parce que bien sûr, si vous êtes expert, vous risquez de la coller, mais d'utiliser l'IA comme quelqu'un qui peut vous aider. Enfin, c'est une machine, mais elle peut vous aider, elle peut vous apporter des idées, etc. Et directement de travailler, car il n'existe pas à ce jour d'école au sens courant du terme. Donc on est vraiment tous ici, aussi bien, nous sommes des apprentis quelque part, hein. Nous apprenons, et le meilleur moyen, c'est quand même de s'y mettre. Ceux qui ne s'y mettront pas, ben, ils auront le même retard que ceux de ma génération qui ne se sont pas mis à l'informatique il y a 30 ans ou plus tard. Ils ont cumulé les retards à tel point qu'ils ne s'y sont jamais mis. Et ça, c'est un risque, en particulier professionnel, pour des personnes qui, sauf si vous êtes à 1 ou 2 ans de la retraite, ce n'est pas important, mais il faut véritablement prendre ce sujet sur le plan professionnel, puisque moi aussi j'ai été professionnel, j'en parle au passé. Il faut véritablement prendre au sérieux ce sujet et s'y mettre quelque part. Ce qu'a fait Bruno, ce que fait Christian, ce que je fais moi-même dans un autre cadre. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Jean-Pierre, et vous proposer finalement quelque chose d'un peu idéaliste peut-être. C'est-à-dire que si on utilise, comme vous le recommandez tous les trois finalement, l'IA, comme une personne, un partenaire d'entraînement en quelque sorte, quel que soit notre art. Et là, nous, on parle d'accompagnement des individus. Donc, c'est un partenaire d'entraînement. On s'améliore du coup en travaillant avec ce partenaire d'entraînement. Et en même temps, on sait très bien qu'on vient nourrir la grosse machine qu'elle représente. Et donc, quelque part, si on s'entraîne en respectant et l'éthique du métier et la qualité de la réflexion, etc., on peut imaginer, soyons fous, soyons idéalistes, qu'on contrebalance une production qui n'est pas toujours de qualité en lui donnant des informations qui sont des informations qui remontent peut-être quelquefois un peu le niveau sur certains sujets. Est-ce que c'est trop idéaliste de penser ça? Bon. Oui. Enfin, pour moi, oui. Ouais, il faudrait être massivement dans la qualité pour noyer la médiocrité. Ça, Donc il faut être plusieurs. Là, de toute façon, les IA, on l'a dit tout à l'heure, les IA se nourrissent d'elles-mêmes parce qu'on est arrivé ils ont presque exploité toutes les données qui étaient à leur disposition. Aujourd'hui, alors j'exagère peut-être un peu, mais ils cherchent de nouvelles sources pour pouvoir continuer à alimenter ces outils pour qu'ils se perfectionnent. Et donc, ils commencent à nourrir les IA avec de l'IA, avec des productions d'IA qui sont médiocres. Donc, en fait, ils sont en train de faire comme en génétique, ce que j'avais partagé avec vous quand on a préparé. En génétique, quand il y a des recompositions euh, des, euh, des génomes qui sont trop proches, il y a apparition de toutes les malformations, de toutes les tares génétiques. Et ben en fait, les IA, elles vont commencer à faire ça parce que elles vont s'alimenter sur des productions qui sont générées par des IA et qui sont potentiellement fausses. Et donc, on va dégrader, niveler par le bas. Donc, c'est très, très compliqué. Là, ils ont été chercher des plateformes comme Reddit, qui sont des plateformes très développées aux US, où des gens partagent beaucoup de choses, voire des choses parfois borderline. Mais il y a eu à un moment donné, comment rendre une pizza meilleure? Bah, faut mettre des cailloux dedans. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait raconté cette bêtise sur Reddit, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas d'intelligence humaine dans l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Et donc, tous les contenus sont pris pour argent comptant au même niveau. Donc oui, pour moi, c'est utopiste. Il faudrait virer toutes les bases de données et recommencer à zéro. Autant dire que c'est juste pas possible. Euh,
est-ce qu'une des clés, ce serait pas de former le plus possible les personnes à l'utilisation de l'IA? Parce qu'il y a quand même beaucoup de propositions aujourd'hui d'institutions assez sérieuses qui proposent de former les personnes à l'utilisation de l'IA. C'est parfait parce que je vais également citer la question de Catherine, hein, ou pardon, Muriel, bonsoir Excusez-moi, Muriel. je l'ai posé en direct, je n'ai pas Ouais. écrit le chat. Pour démarrer avec l'IA, y a-t-il une formation que vous recommandez? Est-ce que nos intervenants ont une idée? Moi, on m'avait Je peux comment... répondre parce que c'est un de mes sujets du moment. Excusez-moi si j'ai coupé la parole à quelqu'un. Oui, il y en a plusieurs. La première, c'est celle que je viens de mettre en fait dans le chat, qui est en fait une formation, qui est plutôt une initiation à l'IA, mais pas sur l'outil technique. C'est vraiment une formation qui propose une prise de recul, qui, à mon sens, est la première entrée. Elle est accessible à tout le monde et nécessite pas de connaissances particulières. Et elle vise vraiment à donner de la hauteur au sujet. Je pense que c'est la première à recommander. La seconde se déroule en ce moment. C'est une formation qui est proposée par UNO, UNOW, qui est une formation IA orientée RH, mais beaucoup de choses, en fait, c'est RH au sens large, hein, c'est pas la gestion de la paye, peuvent se retrouver. Cette formation est gratuite, elle est accessible à partir du site de UNO. Je n'ai pas le lien là tout de suite, mais je pourrais vous le redonner. Elle est associée également à quelques webconf qui sont très intéressantes parce que menées par des professionnels. Elle est certifiante et elle pèse dans un emploi du temps, elle doit peser 2 heures, 2 heures et demie au maximum, ce qui est effectivement très peu au regard des vrais apports que l'on peut trouver. Vous avez sur Café IA également deux formations qui sont proposées et recommandées par le Conseil national du numérique, que je ne connais pas, mais ils sont dans les liens et les outils proposés par le Conseil national du numérique. Et en outre, si vous voulez aller plus loin, bah, vous trouvez de façon gratuite et certifiante également des formations directement sur le site de Google, vous faites Google Academy IA, et vous allez trouver en fait des formations au moins de débutants, mais qui sont bien faites, hein. Il ne s'agit pas de tirer des lignes de programme, hein. Il s'agit de comprendre quel est l'environnement de l'IA, en quoi ça va changer nos pratiques, et comment est-ce qu'on peut intégrer ça en fait dans notre vie au sens professionnel au quotidien. C'est ça la visée de ces outils. Donc ça existe, c'est gratuit, c'est certifiant. Et je donnais l'exemple, je discutais avec un jeune tout à l'heure qui se positionne en expert de l'IA. Alors je ne mets pas du tout en cause sa qualité d'expert de l'IA, mais je constate simplement qu'il forme des gens à l'IA alors que lui-même n'est pas formé. Donc mon image, c'est qu'il forme c'est comme si moi j'avais appris à conduire sur un parking, une voiture sur un parking, et que je me positionne comme moniteur d'auto-école. Il y a un truc qui ne va pas. Si je n'ai pas passé le code et je n'ai pas la conduite, je ne pourrai jamais être moniteur. Donc attention, parce qu'en fait, aujourd'hui, des gens comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vous vendent des trucs bidons. Alors, je suis un peu en colère, hein, c'est pour ça que j'en parle un peu avec émotion. Mais j'ai croisé quelqu'un il y a pas 2 jours. Je suis auditeur, c'est quelqu'un que j'ai audité, qui venait de mettre plusieurs milliers d'euros dans une formation à l'IA dans le cadre de son centre de formation. Il n'y avait rien dans la formation, rien, absolument rien. C'était tout faux. Donc attention, comme les gens vous vendent du portail, des fenêtres ou des pompes à chaleur, vous avez aussi une offre sur le marché qui est en fait qui pose problème. Donc attention. Celles que je vous ai recommandées, en tout cas, elles sont solides, elles sont recommandées et je vous invite vivement à passer un petit peu de temps pour Merci investir et vraiment découvrir le sujet. pour ces informations très complètes, Christian, puisque ça va permettre d'aller mettre les mains dans le Oui, cambouis, comme c'est ça ça. nous a été conseillé. Cher Président, est-ce que tu veux faire une petite conclusion? Je veux remercier nos trois intervenants qui ont vraiment apporté des points de vue très complémentaires. Il n'y avait vraiment pas de redondance, au contraire, ça venait s'éclairer les uns les autres. Et au-delà de la compréhension qu'on a gagnée de l'IA et de ses enjeux, ben, on repart aussi avec toute une liste de sites très intéressants pour aller nous-mêmes mettre les mains dans le cambouis, comme tu dis, pour aller se former et pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence, comme j'ai vu passer le message dans le chat. Je trouve que c'est une belle formule et essayons d'être intelligents surtout dans nos métiers où il faut de l'intelligence et de la sensibilité, dans les métiers de l'accompagnement. Donc, je crois que grâce à cette intervention de ce soir, cette triple intervention et ces échanges,
on repart un peu mieux armé et un peu plus préparé. Et je veux te remercier toi aussi, Christine, parce que bah, c'est toi qui as eu l'idée, qui avait lancé cette idée et qui a pris le projet en main. Et bah, ce soir, on voit que c'était vraiment, ça a apporté ses fruits. Et j'espère que tous les participants repartent avec des réponses et une vision plus claire. Et les messages dans le chat en sont le témoignage. Donc, merci à tous pour vos interventions, pour vos questions, pour vos réponses. C'était un nouveau format à la FTP et je pense qu'on pourra le renouveler pour d'autres sujets. Mais en tout cas, merci encore et bonne fin de soirée.